Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire sur l'éco-conception et l'éco-innovation qui prend lieu dans cette journée un peu spéciale, qui est une journée sur la relance verte. Donc, je me présente, je suis Samuel Mayer, je suis le directeur du pôle éco-conception, une association d'industriels pour la promotion de l'éco-conception et de l'éco-innovation. Et j'aurai la charge d'animer ce webinaire dont l'objectif, c'est de discuter avec vous sur l'usage des ressources et des impacts environnementaux associés dans une perspective de cycle de vie et comment on peut l'aborder finalement dans l'offre produits-services, donc dans l'offre de produits, mais aussi dans les modes de consommation. Donc aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de Corinne Verdier, qui est présidente d'Altinova. Altinova, donc c'est une PME qui fait de l'équipement pour tout ce qui est, on va dire, ressources pour les projets cyclables. Mais nous en dira un peu plus juste après. Corinne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, nous aurons un deuxième intervenant, Raphaël Duby, qui est animateur, leader du design et de l'offre sur tout ce qui est, on va dire, sustainability, développement durable, dans une entreprise que je pense tout le monde connaît en France, qui est Decathlon. Raphaël, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je ne sais pas, on a un petit souci avec la caméra de Raphaël. J'espère qu'il pourra se reconnecter. On va essayer de faire au mieux pendant ce webinaire. On traite ça un petit peu en parallèle. Et puis, alors qu'il n'a pas pu être avec nous pour des problèmes familiaux aujourd'hui, c'est Marie-France Vernier, qui est professeure à l'école de management l'ESDES à Lyon et qui a travaillé sur un certain nombre d'éléments sur les retours économiques de l'éco-conception. On a fait un enregistrement préalable, elle pourra nous participer de cette manière-là à notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer peut-être directement par Corinne. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous préciser, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Altinova. Altinova, c'est quoi? C'est quel type de produit? C'est pour qui? Quels sont tes clients? Alors, Altinova, c'est une société spécialisée dans les équipements pour les aménagements cyclables. Donc, on travaille essentiellement sur les thématiques de stationnement vélo, service aux cyclistes sur leur itinéraire. On fabrique des stationnements vélo, des abris à vélo sécurisés beaucoup, des stations de gonflage, lavage, réparation de vélos en libre-service. Tous ces équipements ont vocation à être positionnés soit sur l'espace public, soit sur les points de destination des cyclistes. Donc, ça peut être d'un point de vue résidentiel, à l'école, à l'université, en entreprise. Donc, on travaille beaucoup pour des collectivités, pour des sociétés, enfin des transporteurs urbains comme la SNCF ou des exploitants de transport urbain. Et puis bien sûr, pour des entreprises également dans le cadre de l'accueil de leurs salariés. Voilà. Donc, oui, en termes de fonctionnement, en fait, notre métier, c'est le design, la conception, la fabrication, jusqu'à l'installation, voire l'exploitation des produits et des équipements. Alors, c'est des produits que peut-être vous avez déjà vus parce que aux entrées ou sorties des gares, c'est un petit peu ces éléments qui sont mis à disposition en fait des usagers pour les transports multimodaux où vous allez pouvoir mettre votre vélo dans un endroit vraiment sécurisé. Et puis on trouve ça en entreprise qui fait le lien avec Raphaël puisque de mémoire devant les bureaux de chez Decathlon il y a justement un produit Altinova pour les collaborateurs. Tout à fait. Tout à fait. À l'entrée du siège de Decathlon, un abri vélo sécurisé qui permet l'accueil des collaborateurs, mais aussi des clients. D'accord, voilà. C'est vrai, il faut le rappeler. Alors Raphaël, un petit peu en deux mots, parce que si Altinova c'est une PME et on verra comment elle met en place l'éco-conception, Decathlon n'est pas du tout sur le mode d'une PME. Si tu peux nous expliquer un petit peu quel est un petit peu comment l'environnement, dans quel sens c'est pris dans la société, et puis comment vous êtes organisé par marque, etc. Alors oui, bonjour à tous. Donc oui, c'est vrai qu'on n'est pas une PME, même si on essaye d'avoir la flexibilité de la PME, mais bon, ça ressemble plutôt parfois
à un grand écart entre la grosse boîte et la flexibilité qu'on peut en avoir. Donc Decathlon, tout le monde connaît le logo, les produits. Pour faire le lien avec le développement durable, en fait, ça s'est intégré directement dans le sens de l'entreprise. Donc, en gros, à quoi sert Decathlon? Decathlon sert à rendre le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand nombre. Et donc, on a rajouté cette notion de durablement qui s'est faite un peu naturellement, mais qu'on a voulu marquer dès l'ADN de l'entreprise. Donc, nous, on est bien sur aider les gens à faire du sport et un maximum de personnes. Donc, on n'est pas sur une niche, on est vraiment sur sur l'entièreté du business et faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Donc après, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc c'est avant tout des utilisateurs qui travaillent pour des utilisateurs. Donc c'est vraiment des sportifs au service des sportifs. Pour vous donner quelques chiffres, on touche 400 millions de personnes et on est un peu plus de 100 000 collaborateurs. Voilà, donc on a bien, c'est à peu près le ratio et un peu l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête quand on va travailler l'éco-conception et du coup un peu l'effet de levier qu'on peut avoir entre l'action dans notre entreprise et les personnes qu'on va toucher. Ce qui est intéressant aussi, si tu peux revenir juste sur la slide d'avant, c'est la variété des produits. Donc là, j'aime bien cette image-là aussi parce que elle permet de se rendre compte un peu du challenge. Donc ça passe par faire des vélos, du textile, des casques, donc des produits sécuritaires, de l'optique, de l'électronique, l'éclairage, tout ça. Et là, on a un peu tous ces produits-là qui sont visibles. Et tout ça en garantissant des qualités, des contraintes techniques fortes. Donc voilà, ça c'est un challenge qu'on essaye de mener au niveau du développement durable. Juste sur Derrière, l'organisation, 100 000 personnes, la proportion en France et à l'étranger, c'est comment? alors du coup, si tu regardes la slide d'après, on a quelques chiffres à vous partager. Et bon, vous le direz pas à nos équipes, mais en gros, c'est le dernier rapport développement durable qui n'a pas encore été communiqué. Donc, vous avez quelques chiffres en primeur. Donc voilà, là là où on est présent, donc 57 pays, on a 85 différents sports. On vous a même mis l'impact par produit vendu. Après, on a des coéquipiers un peu partout sur nos zones de distribution et en pays de prod. Donc c'est avant tout sur France, Espagne, Italie, Chine. On est beaucoup présent. Donc voilà, ça c'est les pays on est très très présent. Après, il y a d'autres pays où ça se développe énormément. L'Allemagne, ça se développe beaucoup. Tout le reste de l'Europe, on commence à ouvrir, à, à bien avancer sur les États-Unis aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Et puis voilà. Après, on a un grand nombre de magasins, même si le digital prend une part de plus en plus forte. Voilà à peu près quelques chiffres que vous pouvez voir. Et ce que tu nous disais tout à l'heure sur le vélo et les ensembles des accessoires, ça va être frais sur l'ensemble des gammes de produits de sport, puisque effectivement, hein, vous êtes multi-activités et vous couvrez à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de sport, que ce soit indoor ou outdoor. Exactement. On a vraiment Decathlon, ça vient de ça, hein, c'est tous les sports sous le même toit. Et donc, on essaye, au début, on avait quand même plutôt une expertise textile et on a vraiment développé, et vélo, et on a vraiment développé toutes les autres expertises et on va même jusqu'à éco-concevoir de la nutrition. Voilà. Ok. Donc, un Bon. grand champ de possibles. Merci pour ces deux présentations. Donc, on va avoir deux retours d'expérience très intéressants, une PME, puis un groupe international maintenant qui est basé en France. Alors, juste sur les règles du webinaire, sachez que vous pouvez poser des questions via le chat. J'essaierai de les resynthétiser et puis on aura un petit moment d'échange parce que l'idée à la fin du webinaire, une fois qu'on aura eu les retours d'expérience, à la fois sur les gammes de produits, mais aussi sur la manière de faire, de s'organiser, le management pour réaliser tout ça, on aimerait avoir un échange et discuter à la fois avec Corinne et puis avec Raphaël sur voilà, quels sont les besoins qu'on aurait pour démultiplier finalement ces nouveaux modes de consommation et donc de production via l'éco-conception vers cette pensée cycle de vie. Donc, je sais que
Raphaël, il est le manager sustainability, donc je vais un peu le challenger là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais pour nous tous, afin qu'on partage des éléments de discussion qui soient communs pour tous, l'éco-conception, c'est quoi? Enfin, quelques mots, c'est quoi l'éco-conception? Puis après, on viendra sur les retours d'expérience. Alors, l'éco-conception, c'est réduire les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, sur une approche multicritère et en garantissant les qualités et les propriétés d'usage. Donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la pratique du sport, même si on change de business model et on fait beaucoup d'efforts sur d'autres actions, on est toujours à utiliser un produit. Donc, il y a toujours le produit qui est un peu au centre de l'activité, parce que courir sans basket, il y en a qui le font, mais c'est quand même un peu plus compliqué. On aura toujours, a priori, des vêtements. En tout cas, on a besoin de se protéger des éléments, d'avoir des caractéristiques techniques. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, l'éco-conception est quelque chose d'important parce que on doit réduire notre impact sur l'environnement, on doit rendre l'activité sportive compatible avec l'environnement et l'éco-conception participe de ça. Donc, pour ajouter quelques éléments, si tu vas sur la slide d'après. Donc, on travaille vraiment sur l'ensemble du cycle de vie, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Et la chance qu'on a à Decathlon, c'est qu'on a une connaissance de notre chaîne d'approvisionnement qui nous permet d'aller travailler sur des phases qui sont parfois plus compliquées quand on connaît pas, par exemple, les fournisseurs de composants ou on a des difficultés sur les connaissances des procédés industriels. Mais du coup, vu que nous, on a une bonne connaissance de la conception, ça nous permet de faciliter l'action en éco-conception parce qu'on a une bonne connaissance du cycle de vie de nos produits. Donc voilà, donc c'est vraiment ça l'éco-conception pour nous. Donc le cycle de vie, hein, ça part de l'extraction des matières premières, toute la chaîne de valeur, ça inclut les transports, l'emballage, la vente, l'utilisation et puis la gestion de fin de vie. On voit très bien, c'est très bien présenté sur le schéma qu'on voit là. Voilà, exactement. Et après, on a une approche multicritère qui nous permet d'adresser les enjeux climatiques, mais aussi l'épuisement des ressources, les diverses pollutions. Et donc, ça permet aussi d'éviter d'avoir des actions qui peuvent paraître intéressantes sur un indicateur, mais qui dégraderaient un autre. Et donc, en fait, on pourrait créer une nouvelle problématique environnementale à partir d'une solution qu'on penserait bonne. Et c'est pareil sur les phases du cycle de vie. Ce qui est intéressant, c'est que au lieu de s'occuper, par exemple, que du déchet en fin de vie, on va quand même regarder l'ensemble de la chaîne de valeur pour savoir où sont les enjeux principaux et des phases où parfois c'est pas intuitif. Par exemple, quand on est citoyen, on va savoir, on se transporte, on a des déchets, donc on va se dire c'est les impacts les plus importants parce qu'on n'a pas intuitivement la connaissance de l'impact d'un champ de coton. Tout le monde n'est pas allé dans un champ de coton, tout le monde n'a pas expérimenté, n'a pas pu voir, je sais pas, les pesticides qui peuvent être mis à cet endroit. Donc, l'approche cycle de vie permet d'avoir une évaluation concrète sur l'ensemble des éléments, des procédés qui ont lieu durant l'ensemble du cycle. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant. Mais derrière, pour le matérialiser auprès des équipes, on est parti sur des critères. C'est-à-dire, on a bien cet aspect chiffré qui est, on va dire, le point le plus important et le plus exigeant parce que ça demande une très bonne connaissance. Et en parallèle, on a quand même essayé d'identifier des critères qui nous permettent de faciliter aussi la compréhension et l'action parce que comprendre mais pas agir, eh ben, c'est quand même dommage. C'est vraiment nous la compréhension pour l'action. Donc voilà, on a essayé de fixer aussi des critères supplémentaires en parallèle et en addition à l'approche chiffrée pour faciliter l'action. Ouais, on le voit bien. Et alors moi, je sais, parce qu'on a travaillé ensemble, Decathlon, vous avez vos propres outils d'évaluation environnementale, vous avez des experts dont tu fais partie pour la mise en place. Mais l'évaluation du cycle de vie pour éviter les transferts de pollution, comme tu viens de le présenter, c'est quelque chose qui est très important. En éco-conception, on ne veut pas partir sur de fausses bonnes idées et puis finalement dégrader la performance globale environnementale du produit. Donc, on va y revenir là-dessus, mais j'aimerais avoir l'avis et puis l'exemple d'une entreprise
qui n'a pas forcément donc, un expert dédié à 100% ou plusieurs experts sur l'éco-conception. Alors Corinne, je sais qu'il y a eu déjà un premier projet d'éco-conception qui avait été fait sur une pompe à vélo en libre service, un projet, on va dire, d'ingénierie, d'éco-conception, de développement de produits. Tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on regarde le nouveau projet qui est peut-être un peu plus global, qui va plus loin que la pompe à vélo? Oui, alors donc déjà en termes de démarche, en fait, l'éco-conception au départ, c'était effectivement plutôt quelque chose une réflexion de bon sens qu'on avait au niveau de l'entreprise, mais sans être capable ni de la quantifier, ni d'avoir effectivement la fausse bonne idée peut vite intervenir sur ces démarches-là. Et donc quand on a souhaité avancer et rendre notre démarche d'éco-conception plus pertinente, aux côtés du pôle éco-conception, notamment, on a cherché à détecter des outils qui nous permettraient d'avoir une approche beaucoup plus chiffrée et beaucoup plus documentée sur notre démarche d'éco-conception. À l'échelle d'une PME, effectivement, on ne peut pas aller sourcer nos approvisionnements en acier, des choses comme ça. Enfin, c'est des ressources sur lesquelles nous n'avons pas de prise. En revanche, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de quantifier l'impact environnemental des différents matériaux, des traitements qu'on utilise, des transports, etc. Donc, on a essayé d'identifier différents types d'outils qui nous permettaient de quantifier nos impacts. Aujourd'hui, on s'est arrêté sur un outil qui s'appelle l'Equalizer, qui nous permet en fait justement de découper nos produits entre la phase d'approvisionnement et donc le choix des matériaux, les opérations qu'on va mettre en œuvre dans les phases de fabrication et quantifier l'impact des différentes opérations industrielles, les traitements évidemment, et puis derrière les transports, l'installation, la vie du produit sur l'espace public et puis le démontage en fin de vie. Donc ici en photo, on a effectivement l'exemple de cette station de gonflage, la station Altao Pump. Les stations de gonflage sur espace public, c'est un produit qu'on a commencé à développer dès la création de l'entreprise en 2003, avec des équipements qui étaient donc alimentés en électricité et sur lesquels on avait une certaine demande, mais il semblait assez important de pouvoir évoluer, notamment en supprimant cette alimentation électrique. Donc on a développé un équipement mécanique, donc ce qui était intéressant parce que déjà ça nous permet de supprimer la consommation électrique pendant toute la durée de vie du produit. Au-delà de ça, un équipement comme ça qui est implanté sur l'espace public, c'est un équipement qui est extrêmement sollicité et donc sa durée de vie va nécessiter de choisir les bons matériaux mais aussi les bons traitements pour éviter des attaques de rouille, c'est des produits qui prennent beaucoup de coûts, etc. Donc, on a eu une première phase de travail et de conception au cours de laquelle donc, on est parti d'une conception en acier brut sur lequel on a testé différents types de traitements pour assurer la durabilité du produit. Et finalement, on s'est vite rendu compte que les résultats n'étaient pas extraordinaires et surtout, en fait, le fait d'intégrer des traitements complémentaires au-delà de la galvanisation, etc., nous amenait des impacts environnementaux qui étaient assez importants. On a recherché des solutions, du coup on a basculé sur une conception entièrement en acier inox sur ce produit. Donc l'inox a l'intérêt justement de ne pas nécessiter de traitement anti-corrosion. Néanmoins, c'est un matériau qui est extrêmement coûteux, d'une part, et puis c'est un matériau qui a un impact environnemental initial en production qui est assez élevé. Finalement, entre l'impact de production qu'on avait, la durée de vie qui est augmentée sur le produit et l'excellente recyclabilité de l'inox en fin de vie, on a un impact environnemental global du produit qui est amélioré en basculant sur l'inox. Le fait d'avoir fait ce choix et du coup de pouvoir accompagner nos clients sur un produit dont on peut afficher une vraie durabilité dans le temps, nous a permis d'avoir un positionnement qualitatif qui nous a permis de développer nos volumes de vente
Et au final, l'impact économique de ce choix a été compensé par un développement assez fort des ventes, puisqu'on a quasiment multiplié par 10 les ventes sur cette typologie de produits grâce à ces évolutions. On voit que finalement, avec des outils, alors, tu parlais de l'Equalizer, qui est un outil d'évaluation monocritère, qui est standard, qui est disponible gratuitement. Ça permet d'identifier des choses qui ne sont pas forcément évidentes, hein, que l'inox, dans ce cas précis, la performance amenée sera meilleure que sur un acier plus classique. Et d'où l'intérêt de l'usage de l'outil. Et ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est que les outils sont à disposition. Hein. Il y a des outils qui se peuvent utiliser comme chez Decathlon, il y a des bases de données propres. Il y a des outils qui sont disponibles gratuitement, que ce soit le bilan produit, qui est multicritère de l'ADEME, ou des outils qui sont plus simples pour les choix, les monocritères, comme l'Equalizer. Mais au-delà de ça, Corinne, je crois qu'avec le déconfinement, vous avez une approche qui est plus, comment dire, plus globale de l'éco-conception, qui est plus seulement celle de l'ingénierie, comme on vient de voir. Alors, en fait, au-delà de l'ingénierie, effectivement, l'idée, ça a été, avec cette éco-conception, de travailler aussi sur des bonnes pratiques et accompagner nos clients, les collectivités, avec des équipements qui aient une grande simplicité de mise en œuvre, mais aussi capacité de redéploiement. Donc ici, effectivement, on a en photo un principe de rack de stationnement vélo. Alors, ça semble tout simple. En fait, c'est des stationnements qu'on a développés à l'origine pour des événements, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectivités qui mettent en place des événements, donc ponctuels, quelques jours, et souvent le traitement de l'accueil du public ne prend pas forcément en compte l'arrivée des cyclistes. On a développé ce produit-là. En fait, on a des racks ici qui permettent le stationnement de 12 vélos avec une réelle capacité de sécurisation des vélos. Et surtout, c'est des racks qui sont empilables, déployables très rapidement. Donc, je crois que voilà, on a une photo ici qui montre des racks qui sont empilés. Donc, ça va permettre d'avoir une très grande agilité sur un déploiement qui a été pensé initialement pour effectivement l'événementiel. Aujourd'hui, dans un contexte de déconfinement où beaucoup de collectivités anticipent, on va dire, un report des usagers depuis les transports en commun vers d'autres modes de déplacement. L'idée est de booster un petit peu la pratique du vélo et de l'accompagner parce que, au-delà de toutes les qualités de rapidité, de bien-être, de santé, d'environnement, il y a aussi une qualité sanitaire à la pratique du vélo. En déployant des équipes, ce qu'on appelait les coronapistes, donc des pistes cyclables très rapides pour permettre aux gens de reprendre le vélo. Il fallait accompagner ça également avec du stationnement vélo qui permettent une vraie sécurisation. On ne parle pas de pince-roue, mais bien de stationnement avec sécurisation cadre-roue. Et donc, en fait, ces racks ont trouvé un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont être déployés de manière assez massive sur beaucoup d'agglomérations dans cette phase post-confinement, ce qui va permettre donc initialement d'accompagner la pratique, mais aussi dans le temps de voir là où les besoins se cristallisent, d'avoir un usage agile des produits, de pouvoir les déplacer, faire des expériences pour ensuite aller vers des équipements pérennes. Et ces équipements-là, derrière, pourront poursuivre leur vie sur l'événementiel. Donc, on a cet exemple-là que je souhaitais aborder parce qu'on est dans cette phase de déconfinement, mais d'une manière générale, c'est vraiment une politique au niveau de l'entreprise de travailler sur des solutions qui sont de plus en plus agiles et d'arrêter de faire des équipements qui sont complètement figés pour aller vraiment sur des choses modulables, déplaçables et donc accompagner les projets de nos clients. Alors, on comprend bien, hein, il y a une certaine agilité dans le projet. Hein, comme on le voit, il peut se déplacer rapidement, il n'est pas lourd, il n'est pas implanté directement dans le sol, il peut être redéployé et comme tu le disais, après réutilisé dans le temps. Alors, j'avais quelques questions, alors je suis obligé de les passer.
quand même. Alors, effectivement, je suis désolé, Raphaël, mais il va falloir que tu passes par là. Il y a beaucoup de questions sur le fait où est-ce que produit Decathlon, est-ce que tout est fait en Chine, etc. Est-ce que tu peux peut-être dire un mot de comment sont positionnés les fournisseurs de Decathlon ou même s'il y a des usines Decathlon qui produisent? Et puis, après, j'aurais une question sur les petites entreprises derrière. Mais est-ce que tu peux déjà répondre rapidement sur ce point-là? Parce que j'ai eu plusieurs questions. Oui, alors actuellement, on a plus de 60%, je crois, qui est produit en Asie du Sud-Est. Après, tout le sharing, le partage de la production, vous pourrez le retrouver sur les chiffres plus détaillés sur ce que j'ai montré auparavant. Après, on essaye comment dire, d'augmenter la part de local pour local, notamment Chine pour Chine, Inde pour Inde. Et puis après, en Europe, on travaille aussi sur ce point. On a pas mal d'éléments sur la plasturgie. On travaille avec quelques fournisseurs de textiles aussi pour augmenter un peu la part en France et en Europe. Voilà. Après, nous, le but, c'est d'être disponible partout pour tous et puis avec des prix quand même abordables. Donc voilà, on est plutôt sur un mix où il y a quand même encore une part asiatique forte pour des produits qui sont vendus aussi en France. Mais maintenant, on fait aussi énormément de business pour les. On a beaucoup de sportifs en Asie et du coup, on produit aussi localement pour eux. Donc notre production, en fait, faudrait plutôt avoir un pourcentage de local pour local, en fait, plus que Asie versus Europe. Ouais, parce que je crois savoir qu'il y a eu un grand plan de développement. Je me souviens il y avait eu cette actualité sur le premier train qui partait d'Inde pour France avec des produits Decathlon. C'était peut-être il y a 2-3 ans maintenant. Mais en fait, le marché indien est de telle croissance qui consomme les marchandises Decathlon directement pour beaucoup, c'est ça, hein? Il y a, donc, ce train, il permettait de s'affranchir de l'aérien, d'avoir un approvisionnement plus rapide, parce que l'aérien, c'est très impactant sur le mix produit. En fait, le transport, souvent, c'est assez faible sur le cycle de vie, sauf quand il y a de l'aérien en jeu. Et donc, nous, on a une stratégie de réduction drastique de l'aérien. Donc, ça nous a permis de gagner encore les derniers pourcents qu'on avait d'aérien, parce qu'on est quand même on a une façon de faire l'activité qui est quand même moins sur des mini-saisons, on va dire des collections courtes. Voilà, nous on a des produits qui restent plus longtemps, donc on peut se permettre d'avoir pas un réapprovisionnement ultra rapide. Donc voilà. Après, ce qu'on essaye de faire quand vous analysez le cycle de vie d'un produit, il y a la part énergie qui est forte, parfois beaucoup plus. Enfin, c'est sûr, c'est énormément plus que le transport. Donc, on va travailler aussi avec nos fournisseurs asiatiques pour travailler un mix énergétique favorable. On est engagé dans RE100, donc sur l'énergie renouvelable. Ça nous permet vraiment d'aller travailler cette partie impact là-bas, directement dans ces pays-là. D'accord. Et en fait, merci pour ces éléments-là. Il ne faut pas oublier que Decathlon, c'est une entreprise mondiale et pour un marché mondial. Alors, on a pas mal de questions aussi sur les outils, parce qu'on a parlé des outils. Donc, Decathlon a un outil propre. On a parlé d'Equalizer, etc. Et puis, j'ai eu des questions un peu techniques qu'on ne pourra pas traiter là sur comment on fait les choix, ou parce qu'il y a d'autres webinaires qui sont plus techniques. Alors, je vous invite à aller sur le site du pôle éco-conception, www.ecoconception.fr. Vous trouverez toutes les informations. Il y a un guide des outils. Et pour trouver les equalizers, le bilan produit et autres, vous n'hésitez pas, vous passez par la page contact du pôle, on vous renverra sur les outils gratuits. Et si vous avez besoin, on pourra faire une présentation rapide des outils, on va dire, plus payants, plus robustes aussi derrière, mais ce n'est pas tout à fait l'objet, on ne pourra pas le traiter aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, je voulais quand même juste sur les outils, juste pour dire 2-3 éléments sur les outils. On a un outil propre, mais en fait, parce qu'on avait un outil de suivi des produits, de la gestion de vie des produits, de conception, et en fait, on est venu intégrer l'environnement dans l'outil de conception. Mais au fur et à mesure, pour aller plus loin, maintenant, on a la partie calcul environnemental, on l'a sorti et on utilise du coup, en fait, on fait dialoguer des outils internes avec des outils externes.
Donc, il y a des outils qui sont vraiment intéressants en externe pour faire de l'éco-conception et je vous engage à en prendre connaissance. Et on se base par contre sur la base de données de l'ADEME. Et ça, c'est important. D'accord, super. Excuse-moi, je checkais aussi les questions. Il y a des gens qui sont déjà intéressés par les solutions, on va dire, d'Altinova. Donc, je mettrai en contact les contacts avec les entreprises, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci. Alors, tout ça, c'est lié aussi à la performance. On a monté une petite interview de Corinne Garnier que je vais vous passer, qui va nous discuter un petit peu des retours économiques. C'est en lien avec des questions qui nous remontent sur le temps que ça prend, etc. Est-ce que c'est rentable ou pas? Et puis, je vous ferai réagir dessus et puis aussi d'avoir un point de vue sur un produit éco-conçu chez Decathlon, parce que c'est vrai qu'on a parlé de manière globale, mais on n'est pas rentré dans le détail. Alors, je lance la vidéo. S'il y avait un souci de son, j'invite Corinne ou Raphaël à me le dire. J'ai mené, d'ailleurs en collaboration avec le pôle éco-conception et l'Institut de développement produit, une étude sur la rentabilité de l'éco-conception. Donc, on a interrogé 114 entreprises avec l'idée de savoir dans quel cas et comment on pouvait identifier des facteurs expliquant pourquoi certaines étaient plus rentables que d'autres dans le cas d'éco-conception. Alors, pour vous permettre de comprendre un peu les entreprises qu'on a interrogées, en fait, on a interrogé donc sur la totalité des entreprises en pourcentage. En fait, on en a donc au total 40% qui nous ont déclaré avoir une augmentation de leur profit suite à l'éco-conception, voire 6% qui ont déclaré avoir une croissance importante. La moitié de l'échantillon qui a déclaré il n'y a aucun effet sur la profitabilité. Et puis 4% des entreprises qui nous ont déclaré avoir une baisse de la rentabilité suite à la mise en œuvre de l'éco-conception. Donc, c'est une étude qui a été faite en France et au Québec et dans quelques pays de l'Union européenne. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a 3 catégories d'entreprises et c'était très intéressant pour nous parce que du coup, ce qu'on a pu faire, c'est pouvoir expliquer comment une entreprise peut passer d'un niveau de rentabilité à l'autre. C'est-à-dire qu'on a voulu comprendre à la marge qu'est-ce qui explique pour une entreprise qui met en place l'éco-conception que la rentabilité soit supérieure ou inférieure. Donc, en fait, on a identifié un ensemble de facteurs. Et donc, ce que je peux vous mentionner, si ça vous intéresse, c'est en fait, quels sont les éléments qui peuvent expliquer pourquoi la rentabilité est supérieure. Donc, en fait, la première chose à considérer, en fait, on a interrogé donc les entreprises sur leur motivation. Et le premier élément qui est important, c'est qu'en fait, quand une entreprise déclare mettre en place l'éco-conception parce qu'il y avait une réglementation en faveur de l'éco-conception ou en faveur de la prévention des déchets, c'est un élément qui explique une rentabilité supérieure. Donc, ça veut dire que, effectivement, la réglementation, on voit bien, elle pousse ces entreprises à innover et en plus, elle leur permet de générer des profits supplémentaires, d'être compétitifs. La deuxième famille de motivations qu'on avait identifiées, en fait, c'était les motivations liées au volontariat, au fait que les entreprises soient bénévoles. Et ce qu'on verra, c'est qu'en fait, c'est pas un élément déterminant de la rentabilité. Autre élément important, c'est les motivations qui sont liées au marché. Donc, en fait, quand une entreprise déclare s'intéresser à l'éco-conception parce qu'il y a un marché vert, parce qu'il y a des consommateurs qui sont intéressés, ce qu'on va observer, en fait, c'est que ces entreprises, dans ce cas-là, elles vont rencontrer une demande favorable et effectivement, elles vont pouvoir générer une rentabilité supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, la pression du marché et le fait que l'entreprise soit en capacité d'écouter le marché va lui permettre, elle, d'être plus compétitive dans ce domaine-là. Donc, on voit donc l'importance des consommateurs. Ensuite, ce qu'on a voulu regarder aussi, ce sont des caractéristiques liées à la mise en place de l'éco-conception. La première, ce sont les outils liés à l'éco-conception, tels que les outils ACV, les guides, les checklists. Et là, ce qu'on observe, c'est que la mise en place d'outils, l'utilisation d'outils pendant la mise en œuvre de l'éco-conception va avoir un effet positif, elle va générer un avantage compétitif pour l'entreprise. Et ensuite, autre élément intéressant, c'est l'expérience. On s'est interrogé pour savoir d'une part si le long index d'expérience dans l'éco-conception pouvait avoir un effet positif. Et bien là, on s'est rendu compte que l'effet n'était pas majeur. Et dernier aspect, c'est dans le cas de l'utilisation d'outils d'éco-conception, c'est le nombre de cycles de vie du produit considéré pendant la phase d'éco-conception. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus une entreprise
travaille sur un nombre de cycles élevé lors de la mise en œuvre de l'éco-conception, plus ça va lui permettre de générer une rentabilité supérieure. Donc, en fait, pour faire la synthèse, si je dois mentionner les facteurs qui permettent d'expliquer une rentabilité supérieure par rapport à l'ensemble des entreprises, donc je suis sur mon échantillon de 120 entreprises. Quand j'ai voulu faire la différence entre celles qui déclarent avoir une rentabilité plus élevée et celles qui déclarent avoir une rentabilité stable, celles qui ont une rentabilité plus élevée, ce sont celles qui ont mis en place l'éco-conception du fait de la réglementation, ou parce qu'elles étaient à l'écoute du marché, ou dans le cas d'entreprises qui ont utilisé des outils d'éco-conception, ou dans le cas d'entreprises qui ont travaillé sur un nombre élevé de cycles de vie du produit. Voilà, donc ça permet donc d'identifier les éléments qui permettent de tirer la rentabilité vers le haut. Alors, comment interpréter ces résultats? Alors, moi, ce que je pense, il y a des éléments qui sont pertinents pour les entreprises qui peuvent permettre de mieux animer, de mieux porter l'éco-conception et donc de générer davantage de compétitivité. D'une part, par rapport à la réglementation, ce qu'on peut dire, c'est que si une entreprise est en veille, est à l'écoute du contexte institutionnel, du contexte réglementaire, ça lui permet d'une part d'être la première à réagir de suite. C'est une évolution de la réglementation en faveur des innovations environnementales. Ça peut lui permettre même d'anticiper. Et si elle est en capacité de bien répondre à ces réglementations, elle est capable d'avoir un profit supérieur, d'une part. Deuxième élément important, c'est on voit que ce sont des entreprises qui sont incitées à aller sur l'éco-conception parce qu'elles marchaient. Ce sont ces entreprises pour lesquelles les retours, la rentabilité est supérieure. Comment peut-on l'interpréter? Eh bien, d'une part, en fait, ça signifie que être à l'écoute de son consommateur ou pouvoir identifier des marchés pour lesquels les utilisateurs ou les consommateurs sont en attente de produits avec des critères environnementaux, eh bien, ça marche et ça rapporte. Il y a une demande qui rapporte des euros, on pourrait dire. Ça signifie donc aussi que avoir des consommateurs éduqués, avoir des consommateurs qui sont capables de lire les bonnes informations, c'est très important. En fait, ça veut dire qu'il faut peut-être aussi accompagner le consommateur, l'utilisateur ou l'acheteur dans ses choix de produits. Ça fait donc le lien, je trouve, avec le quatrième élément, le troisième élément qui est celui de l'utilisation des outils d'éco-conception. Et qu'est-ce qu'on voit en fait dans ces cas-là, c'est que quand une entreprise utilise des outils liés à l'éco-conception, donc la CV, la checklist, etc., on voit que ça lui permet de générer une rentabilité supérieure. Comment on peut l'interpréter? En fait, quand on utilise ces outils, d'une part, ça veut dire qu'en interne, on a des compétences, on a des expertises, on est capable de mettre en place l'innovation environnementale. Ça veut dire aussi que si on doit communiquer, on est capable de dire, voilà, j'ai mis en place l'éco-conception, voilà la preuve voilà la preuve, regardez, j'ai employé des outils, voilà comment j'ai fait, je peux l'expliquer, j'ai des méthodes rigoureuses. Ça veut dire aussi que c'est un outil de communication. Puisque finalement, puisque on dit que le marché il est sensible, peut répondre aux attentes du marché, ça rapporte, si on est incapable de communiquer à son consommateur ou à son client en lui disant, regardez, je vais de l'éco-conception, j'utilise des outils, je pense qu'on peut faire la différence et ça peut expliquer pourquoi la rentabilité serait supérieure. Dernier élément qui me semble très intéressant, alors je suis pas spécialiste, moi je suis économiste, c'est plus du domaine de l'ingénierie, mais quand on voit que plus le nombre de cycles de vie du produit est considéré, plus la rentabilité est élevée, en fait, ça signifie que dans le cas d'une entreprise qui a une approche approfondie d'éco-conception, qui a une approche rigoureuse, qui va très loin, qui essaie de travailler sur un nombre élevé de cycles de vie du produit, eh bien, ça rapporte. C'est-à-dire qu'elle a été très loin dans sa démarche et finalement, ça lui permet de générer une rentabilité supérieure par rapport aux autres entreprises qui font de l'éco-conception. Donc, en fait, elle a des compétences, elle a des expertises, elle a une capacité d'analyse qui permet de faire la différence et d'être plus compétitive. Voilà les éléments que je peux souligner. Ok, donc il y a beaucoup de réactions suite à cette présentation. Alors, première chose, oui, l'étude est disponible. Il suffit de nous la demander à contact@ecoconception.fr. Vous aurez les éléments à la fin. Et puis, il y a eu une seconde étude qui a été portée par l'ADEME sur une dizaine de cas d'entreprises où c'était plutôt une étude sur les cas particuliers. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je me retourne vers Corinne d'abord. Bon, ça coûte ou ça rapporte l'éco-conception?
Euh, Ah, alors, dans notre cas, on considère que c'est un vrai outil, que c'est un outil de différenciation et que donc, enfin, globalement, ça rapporte, quoi. Enfin, que c'est plutôt enfin, en tout cas, dans notre cas, c'est plutôt un choix positif. Euh, Au-delà des outils, concrètement, en fait, depuis le début de la démarche d'éco-conception qu'on a mise en place, finalement, ce qui compte à l'échelle d'une PME, c'est l'adhésion des équipes au projet, le fait que les bonnes pratiques qui sont détectées sur un produit soient répercutées sur l'ensemble des process. Et donc, il y a un gros travail en fait pour que chaque amélioration qui est détectée dans le cadre d'un projet soit standardisée le plus possible. Dans notre cas, on a une équipe de 25 personnes, on a 4 personnes sur notre bureau d'études qui justement travaillent fortement sur l'éco-conception. Il est évident qu'on ne peut pas passer toutes nos journées à travailler sur de la quantification d'impact environnemental. En revanche, tous les apports de l'éco-conception sont du coup intégrés plutôt dans des méthodes de travail. Et tout ça, ça amène globalement non seulement sur des bons process d'entreprise, mais surtout sur des bonnes idées pour accompagner le marché. Parce que aujourd'hui, enfin, alors effectivement, on a parlé tout à l'heure de la demande du marché et de la demande client. Dans notre cas, on travaille beaucoup pour des collectivités, des entreprises pour qui les démarches RSE, l'impact environnemental sont des éléments absolument cruciaux dans les stratégies de développement. Et donc, le fait d'être à leur côté dans ces démarches-là et d'apporter des solutions pertinentes pour améliorer leur propre impact environnemental sont des atouts pour les accompagner. d'accord, on comprend bien tout ça. Donc, c'est un avantage, il faut savoir le mettre en œuvre. On y trouve des gains environnementaux ou des gains économiques. Alors, chez Decathlon, alors, il y a plusieurs choses, hein, Raphaël, sur lesquelles j'aimerais t'entendre parce que j'ai des questions qui arrivent. C'est comment tu peux témoigner d'un cas d'un projet d'éco-conception, le rôle de la CD. J'ai des questions éventuellement sur la revue critique, la communication, etc. Enfin, si tu arrives à nous faire un petit retour d'expérience sur tous ces éléments-là, ce serait super. Ok. Alors pour répondre un peu à la question aussi, ça coûte ou ça rapporte. En fait, c'est les deux parce que comme un investissement, c'est-à-dire un investissement, ça coûte puis ça rapporte. Et c'est un peu ça en fait que ça a généré à Decathlon, c'est-à-dire on s'est investi du sujet, donc ça demandait un peu du temps homme à l'intérieur de l'entreprise, s'approprier, créer de la compétence, voilà, comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, ça a commencé à rapporter. Donc déjà, parce que quand on éco-conçoit, bah souvent on conçoit mieux, parce qu'on comprend mieux le produit, on comprend mieux comment il est utilisé, on va plus loin. C'est exigeant, c'est vraiment, ça pousse à l'excellence opérationnelle en conception. Donc on va pouvoir trouver des moments, des endroits dans le cycle de vie où on va économiser de l'argent et en même temps réduire l'impact. Donc ça motive assez rapidement. Et après, tout ce qui est éco-innovation, là, c'est encore mieux parce qu'en fait, ça permet d'une part de réduire l'impact, mais aussi d'améliorer les fonctions d'usage. Donc, on vient additionner deux choses. Et Altinova, je pense, on est un excellent exemple où elle vient à chaque fois aussi ajouter à la notion environnementale, donc qu'on peut avoir avec l'éco-conception, cette notion d'usage. Donc là, nous, par exemple, là, c'est un produit qui est plutôt travaillé sur l'éco-conception où on a pu intégrer du coton recyclé. Donc, au début, on a travaillé sur nos chutes de production. Euh, voilà, donc on avait des pertes, on a réduit ces pertes, donc on a pu déjà économiser, on a pu utiliser les fibres, remettre ça dans le produit et travailler le fil d'une façon plus spécifique en addition avec du polyester recyclé. Mais après, plus on est proche de la matière, plus parfois l'éco-conception comment dire, rapporte peu. Plus le produit est complexe, pour moi, plus j'ai l'impression que on peut l'améliorer et réduire ça. Mais il y a un exemple, par exemple, d'innovation qu'on a eu, c'est lors de la teinture des fils. Donc, on travaille à intégrer les pigments directement dans le fil. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir les bains de teinture. Donc, pas besoin de traiter l'eau parce qu'il n'y a plus de bains. Donc, le pigment est directement dans le fil. Donc ça, déjà, ça permet d'éviter des étapes. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi teindre
un fil sur deux et obtenir des tons assez proches. Et du coup, là, on a réduit le nombre de pigments utilisés pour la même valeur perçue à la fin, qui est la couleur. Donc ça, c'est les éléments d'éco-conception, d'éco-innovation. Voilà, et du coup aussi la couleur qu'on a obtenue par ce biais, elle est beaucoup plus persistante dans le temps. Donc ça, c'est aussi intéressant en utilisation. Donc ça permet vraiment de lier tous ces éléments. C'est vraiment faire mieux avec moins, là, dans ce cadre-là, moins de teinture, moins de rejets à traiter, et puis un usage qui est amélioré. Voilà, exactement. D'accord. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, etc. Comment, chez Decathlon, vous incluez le projet d'éco-conception par rapport à ça? Alors du coup, grâce à, en fait, ça c'est le schéma de l'ADEME qui est vraiment excellent. On a juste mis une couche de design dessus et de communication pour que ça soit un peu plus joli. Donc, en gros, l'éco-conception, du coup, on embrasse l'économie circulaire de façon un peu plus large en additionnant d'autres actions, en allant voilà, sur des actions ultra fortes sur le recyclage, en participant à la création d'un éco-organisme, en ce moment sur les produits de sport, en étant ultra engagé, en travaillant sur l'économie de la fonctionnalité, par exemple en travaillant à la location de panoplies complètes de trekking, louées sur plusieurs jours, où on facilite la pratique, l'échange aussi entre les pratiquants. L'écologie industrielle, où on va travailler avec nos fournisseurs sur les énergies renouvelables, sur comment ils interagissent, les fournisseurs entre eux, sur du partage de matière, comment je vais utiliser les chutes d'une industrie dans une autre. Voilà, donc on travaille ça dans ce sens. On va travailler l'allongement de la durée de vie, on va travailler sur la communication auprès du client via l'affichage environnemental pour en fait engager aussi le client dans cette démarche et qu'en fait nos actions qu'on travaille au niveau de l'entreprise soient valorisées auprès du client et qui participent aussi dans le choix. Qu'en fait on fasse tous un pas ensemble et que en fait on change le marché et que ça devienne des nouveaux standards. D'accord. Donc on voit que c'est quelque chose de global et on avait pas mal de questions sur l'économie de fonctionnalité, mais je sais que c'est des champs qui sont en cours, hein. Il y a des tests qui sont en cours à la fois chez Decathlon et chez Actinova. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler là parce que j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps à la fin pour discuter un petit peu de comment on pourrait, vous qui êtes des entreprises de différentes tailles, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour, de faire une lettre au Père Noël, quelles sont les choses qu'on pourrait demander pour que l'éco-conception se déploie plus massivement, plus largement qu'aujourd'hui? Alors, pour amener au débat, j'avais quelques éléments. Alors, il y avait un premier, j'avais une vidéo de Marie-France, on n'aura pas le temps de la passer, qui nous disait il faut déjà une cohérence dans les politiques publiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des politiques publiques pour l'environnement, et puis dès qu'il y a un souci, quelque chose, on va subventionner ou on va réorienter des politiques qui sont contradictoires par rapport au positionnement sur l'environnement et le développement durable et donc l'éco-conception. Et ça amène une mauvaise compréhension et des mauvais signaux à la fois auprès des acteurs économiques, mais aussi des consommateurs. Moi, j'avais noté, mais à discuter avec vous, qu'il y avait peut-être pas forcément besoin d'outils, parce que les outils d'éco-conception existent, c'était plutôt l'accès à la connaissance de ces outils-là, comment les utiliser comme il faut pour pas faire d'erreur, l'accès à la formation, le besoin, il y a des projets d'affichage aussi, de pouvoir mieux comparer les offres les unes par rapport aux autres pour les consommateurs, donc soit via l'affichage ou vers d'autres modes de communication. Et puis, une manière aussi de savoir comment appliquer la chaîne de valeur, même si aujourd'hui les chaînes de valeur sont mondiales. Voilà, c'est quelques éléments, mais peut-être vous n'êtes pas d'accord avec, peut-être qu'il y a d'autres choses que vous auriez aimé ajouter. Qui veut commencer? Et alors, bien entendu, hein, vous pouvez témoigner ou amener vos idées aussi via le chat. Hein. Raphaël ou Corinne, à qui je donne la parole? Enfin, en ce qui nous concerne, en tout cas sur des entreprises
on va dire, de plus petite taille, parce que je pense que effectivement, l'éco-conception, ça s'applique dans toute taille d'entreprise, mais de manière, je pense, assez différente. Je pense que le partage de bonnes pratiques, mais de manière extrêmement concrète, c'est quelque chose qui peut fonctionner très bien pour des PME, même pour des grandes PME sans doute également, hein. À ce titre, le pôle éco-conception a mis en place un club éco-conception justement qui permet des échanges entre des entreprises de taille assez différentes, mais on reste quand même dans des grosses PME. Je trouve que c'est des éléments qui sont extrêmement intéressants parce qu'il y a beaucoup d'inspiration en fait dans ces échanges croisés entre des secteurs d'activité qui parfois n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, mais finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de thématiques et de problématiques qui reviennent quel que soit le secteur d'activité. Donc voilà, ça peut être de l'échange physique, mais peut-être documenté ou voilà. De pouvoir échanger, que ça soit avec des entreprises de l'agroalimentaire, ça apporte des choses pour une entreprise qui travaille plutôt les métaux, comme ça peut être chez Altinova. Merci pour ces éléments. Raphaël, peut-être dans ton témoignage, je sais qu'il y a un groupe, je ne sais pas si tu peux déjà en parler, mais il y a un gros plan stratégique qui est porté chez Decathlon avec des indicateurs très très précis qui vont être mis en place. Tu peux nous en dire un mot? Parce que ça, c'est une manière aussi d'accompagner la chaîne de valeur, d'informer et de dire que vous êtes en recherche de solutions et de partenaires. Il y a un point important sur l'éco-conception, c'est d'aligner toute l'entreprise avec des objectifs ambitieux. Donc nous, on a défini un plan de transition, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, de 2016 à 2026, où la volonté, c'est d'avoir 100% de produits éco-conçus à 2026, donc c'est-à-dire toute typologie de produits confondus. Donc c'est ultra exigeant. Mais on pense qu'on peut y arriver et on ne sera pas tout seul, en tout cas, pour y arriver. Donc ça, c'est l'objectif. Après, comment s'organiser pour y arriver? Donc on a une petite équipe de chefs de projet en fait qui vont travailler les différents enjeux, qui vont un peu en gros prendre ces enjeux, ces sujets externes et les traduire en enjeux pour l'entreprise. Derrière, on a des leaders développement durable dans chacune des marques, dans chacun des process industriels qui sont missionnés sur le sujet et qui participent à influer le sujet dans les différentes entités et à vraiment mener le projet de leur périmètre. Et en parallèle, on a travaillé un réseau de compétences par métier. On va avoir un ingénieur qui va dire comment je mesure l'impact d'un produit, un designer qui va expliquer et qui va travailler la compétence éco-design, comment j'intègre l'environnement dans le métier du design. Donc ça, c'est vraiment un type d'organisation. Et après, sur les besoins et la lettre au Père Noël. Et donc, moi, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est d'avoir des moyens pour créer les communs. C'est-à-dire, depuis le début, on se bat pour avoir des communs, pour avoir une base de données commune, pour avoir des outils communs, pour pouvoir partager au même endroit. Et en fait, pour créer les communs, ça demande des personnes, donc ça demande aussi des budgets, ça demande de l'investissement, ça demande à ce que on puisse mettre ensemble au même endroit et qu'il y ait des personnes qui administrent ça et qui facilitent la collaboration. Donc ça peut être en présentiel, comme Corinne l'a indiqué, avec des groupes de travail, ce genre de choses, mais aussi travailler de façon un peu plus en mode Wikipédia et ce genre de choses où on peut travailler de façon désynchronisée, mais on partage aux mêmes endroits et on permet à chacun d'aller plus vite parce que la question que l'un s'est posée, ça permet à l'autre de pas se la poser 3 ou 4, 5, 6 fois. Et donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Nous, chez nous, voilà, on a défini l'éco-conception d'une certaine façon, on le partage aux autres. Peut-être que d'autres auront des nuances, mais au moins, ça permet de voir un peu comment ça avance chez les uns et chez les autres et de travailler sur plein de typologies de produits différentes en collaboration. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On va devoir couper parce qu'il y a d'autres conférences qui vont derrière. Alors, quelques éléments qui sont arrivés, c'est l'économie de fonctionnalité pour faire augmenter la durée de vie d'usage, de travailler sur différentes boucles pour recycler, réutiliser, etc. Merci à tout le monde pour votre présence, que ce soit Corinne, Marie-France Vernier qui n'a pas pu être là, mais qui a